c'est bon, ça enregistre bien. Super. Moi, je serai dans la salle pour écouter. À tout à l'heure. On démarre du coup, Fanny. Je vous présente juste en 2 minutes et puis après on vous passe la parole. On fait comme ça? Bien, ok. On poursuit un petit peu les questionnements qu'on a initiés avec la précédente conférence avec Patrick Henry. Vous vous souvenez, il nous présentait son travail sur l'urbanisme des sols et plus généralement un travail qui consistait à travers le projet, à travers la réflexion sur qu'est-ce que pouvait devenir à l'heure de l'écologie, des transitions, le projet d'urbanisme et de territoire, comment on travaille sur ce qu'on a pendant longtemps invisibilisé, à savoir le sol. Eh bien, on prolonge un peu cette réflexion en cette fois-ci se concentrant sur la question des infrastructures et de leur rapport au territoire. C'est pour ça qu'on a demandé à Fanny Lopez de venir nous présenter une partie de ses travaux. Donc Fanny, qui est enseignante-chercheur, historienne de l'art et de l'architecture à l'ENSA Paris-Malaquais, qui est également co-directrice, si je ne me dis pas de bêtises, du laboratoire LIAT, donc le laboratoire Infrastructure, Architecture, Territoire, et qui a consacré une large part de ses activités de recherche à révéler le rapport qu'il existait entre les grandes infrastructures, les macrosystèmes techniques qui produisent de l'énergie, qui véhiculent de l'énergie, qui, à Grenoble, produisent aussi de l'énergie hydroélectrique, par exemple, lorsqu'on pense aux grandes infrastructures hydrauliques, et qui ont la particularité d'avoir tout au long du 19e et 20e siècle généré un rapport assez invisible aux ressources. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, quand on appuie sur un interrupteur, on a de la lumière, on ne se pose pas la question de savoir d'où vient la lumière. Comment est véhiculée l'énergie électrique qui permet d'avoir cette lumière? Comment est produite cette énergie électrique? On pourrait poser exactement la même question sur le territoire de Grenoble. Lorsque vous ouvrez votre robinet et que vous buvez de l'eau, vous pourriez vous demander d'où vient cette eau. En fait, cette eau, elle vient d'à peu près 9 km d'ici, elle est pompée dans des nappes phréatiques, et elle prend tout un chemin dans toute une série d'infrastructures, de grands réseaux qui sont invisibles et qui sont pourtant structurants, pour ne pas dire déstructurants. Et c'est précisément sur cet objet qu'on a demandé à Fanny de nous expliquer un petit peu comment on pouvait retrouver l'infrastructure, comment on pouvait refaire territoire, justement en réarticulant la réflexion sur l'urbanisme, sur l'architecture, sur l'infrastructure, pour faire territoire, pour révéler certains pans entiers de l'organisation de ces territoires qui ont pendant longtemps été invisibilisés, et ils sont encore invisibles, et qui, à l'heure des transitions, posent toute une série de questions. Largement exploré par Fanny Lopez et nombre de ses compagnons de route dans le champ de la recherche. Donc voilà à peu près la problématique de l'intervention qui va durer à peu près quarantaine de minutes. Fanny, c'est à peu près ça qu'on s'était dit? 40-50 minutes, enfin un petit peu moins d'une heure, suivi d'un certain nombre de questions. Et avant de vous donner la parole, je vois qu'on a un certain nombre de collègues qui sont connectés en ligne directement sur le Zoom. Merci beaucoup les collègues d'avoir coupé votre caméra ainsi que votre micro. Si toutefois vous aviez des questions après l'intervention, n'hésitez pas à vous manifester. On fera en sorte de pouvoir passer la parole entre la salle et le Zoom. Et bien, à vous les micros, Fanny. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous, même si un écran et quelques milliers de kilomètres de câbles ne nous séparent. Alors, je vais partager avec vous mon écran. Vous me direz si ça fonctionne. Ça marche. Ça s'affiche convenablement parfait. Alors, peut-être juste un mot sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme tu l'as bien rappelé en introduction, en effet, moi je travaille sur les liens entre l'histoire de l'urbanisme et l'histoire de l'électricité en particulier, même si les objets infrastructuraux et les différentes familles d'objets infrastructuraux m'intéressent, mais c'est, disons, vraiment à l'électricité que j'ai essayé d'étudier, d'analyser au cours de mes recherches. Et derrière cette figure de l'électricité et des réseaux électriques, c'est peut-être plus largement la question des utopies techniques aussi dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme.
Alors, les derniers travaux qui sont issus notamment de mon habilitation à diriger des recherches portaient sur le numérique. Alors, j'ai mis ici ces deux récents travaux. Je me suis posé la question, j'allais dire en venant ici, en étant avec vous cet après-midi, de savoir ce que j'allais vous présenter. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal parler dans des dernières conférences d'à bout de flux, de ce travail aussi sur le numérique. Alors quand on prépare une conférence, on se dit, bon, bah, est-ce que je ressors ce que j'ai dans les cartons? Et je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien que je fasse quelque chose d'un peu nouveau, et il se trouvait que je venais juste de finir un article. Donc c'est des éléments de cet article que je vais partager avec vous, qui est un article qui sera publié, alors le temps de l'édition est long, hein, en 2026, dans un ouvrage collectif aux éditions de la Découverte, qui est dirigé par Jérôme Bachet et Laurent Jean-Pierre, sur les mondes post-capitalistes, dans lequel un certain nombre de personnes vont présenter ou travailler des notions. Et moi, dans le cadre de cet ouvrage, j'étais chargée de renseigner l'entrée énergie et de la décliner à travers un certain nombre de concepts, d'objets qui m'intéressent, donc l'infrastructure électrique et cette notion de techno-régionalisme qui est un peu un prétexte à penser, puisque ça rejoint tout un tas d'autres travaux qui existent déjà. Donc ce que je vous propose, voilà, de partager avec vous, ce sont des éléments de cet article, et qui, vous allez voir, alors la commande, elle était un peu particulière, c'est-à-dire qu'il s'agissait de se projeter, d'être moins peut-être dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, qui est peut-être ce que j'ai plutôt l'habitude de faire, mais plutôt de se projeter dans des éléments qui soient pas forcément, alors pas de la prospective, mais essayer de questionner, se risquer à penser des devenirs électriques, énergétiques, plus que la situation actuelle. Et ça me permet aussi de faire le lien avec un projet que notre laboratoire, donc le LIAT, Laboratoire Infrastructure, Architecture, Territoire, a remporté, qui s'appelle Infrafutur. Donc c'est un projet qui est financé par l'ADEME, qui porte sur la transformation des fictions, de transformation territoriale des réseaux électriques, dans lequel on a aussi des architectes et des urbanistes, parce que toute la dimension dessiner, déconstruire, redessiner la matrice, etc., nous intéresse beaucoup. Donc vous allez voir, c'est un peu, voilà, j'espère que ce sera pas trop long, pas trop confus, vous me direz, sinon je m'arrêterai. Voilà, alors, donc cette entrée énergie, voilà, je voulais mettre ici la présentation du projet ADEME qui se risque à penser là quelques futurs énergétiques. Et puis après, j'ai quoi? Ah oui, j'ai ça, mais ça c'est après. Alors, peut-être commencer juste par expliciter très rapidement, en tout cas, cette notion d'énergie. Les ingénieurs aiment rappeler que l'énergie est une grandeur physique régie par des lois immuables de la nature. Elle quantifie en effet le changement d'état d'un système, puisque pour accroître et créer de l'énergie, il faut aller chercher de la matière, du flux ou de la force dans l'environnement et l'exploiter en la convertissant pour en faire autre chose. Dans le milieu de l'ingénierie et de l'industrie, l'énergie est souvent mise au singulier, renvoie à ce qui fait tourner les machines, de la domestication des animaux aux convertisseurs à moteur, qu'ils fonctionnent avec du charbon, du pétrole, du bois, du vent, du soleil. Les humains ont actionné des mécanismes et les sources d'énergie, renouvelables et non renouvelables, se sont additionnées les unes aux autres, hein, le tout composant un grand parc de machines toujours plus puissantes et interconnectées, donc qui renvoie à cette figure hein, du grand système technique, comme ça a été mentionné en introduction. Mais si on ne peut changer les lois de la thermodynamique, n'est-il pas possible de penser autrement l'énergie, ses techniques, ses régimes de production et son organisation spatiale, hein, puisqu'on peut vraiment percevoir les réseaux comme des systèmes d'organisation de l'espace? Et la réponse est oui, mais évidemment pour ça, hein, il faut changer la culture productiviste et capitaliste de l'énergie. Si l'énergie définit une action de transformation, la conception machiniste moderne l'a souvent réduite au résultat d'un système technique productif. Et pour cause, les tendances productivistes du capitalisme ont abouti à une hausse exponentielle de la consommation de matière pour la création d'énergie via un large système infrastructurel qui fonde la société tout entière. Les infrastructures énergétiques sont un fait social total qui commande les formes de la vie humaine et les relations qu'elle engage, ainsi que notre rapport à l'environnement et à l'espace, sans oublier l'exploitation et l'extractivisme colonial des ressources sur lesquelles elle repose. Depuis le
début du XXe siècle, la consommation globale d'énergie à l'échelle mondiale a été démultipliée, résultat permis pour l'essentiel par les énergies fossiles. Et si on prend juste l'exemple du pétrole, hein, la production de pétrole a été multipliée environ par 200, hein, et l'ensemble des énergies primaires, hein, se sont additionnées au cours des 19e et 20e siècles, hein, comme notamment Fressoz, mais ce n'est pas le seul, hein, l'a rappelé dans ses travaux. Si depuis 2 siècles et demi, capitalisme, infrastructure et énergie fossile sont indissociables, l'électricité a été l'une des principales fonctions de l'essor technique de la grande accélération du milieu du XXe siècle et un élément central du confort de la société de consommation au point d'apparaître difficilement substituable. Phénomène électromagnétique, l'électricité est devenue une forme d'énergie générée à partir de multiples ressources. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'électricité est l'énergie finale qui a progressé le plus vite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Multiplié par 40, la consommation électrique planétaire est passée de 5268 TWh en 1974 à 22 315 en 2018, et le chiffre est monté à 27 400 TWh en 2023. Ce sont des chiffres qui sont issus des rapports RTE. Et il y a quelque chose d'assez particulier quand même avec l'électricité et le moteur électrique, hein, et là je maintiens la nécessité d'utiliser le terme de transition au sens de transition infrastructurelle, hein, c'est-à-dire que dès le 19e, alors ça se passe pas au 19e tout ça, hein, il faut attendre presque les années ouais, 1970, 1980, et c'est aussi un phénomène qui est en train de s'accentuer aujourd'hui, mais c'est au 19e, hein, que le moteur électrique va apparaître et va déjà permettre conceptuellement une rupture spatiale, hein, c'est-à-dire qu'avec la distribution électrique, chaque point du territoire devient équivalent et ne dépend plus des ressources locales, hein. Il est possible de quitter les zones de charbonnage, hein. Ce processus de flexibilisation et d'invisibilisation crée un nouveau rapport au temps et à l'espace, hein. Il suffit de tirer un fil, hein. Donc c'est en quelque sorte une libération technique. Les réseaux de câbles permettent des agencements inédits et une distribution beaucoup plus souple. L'ordre électrique, qui c'est le titre de l'ouvrage que j'ai publié en 2019, brouille les pistes énergétiques par la distanciation et redistribue la carte des liens et des espaces de production et de consommation, notamment les rapports ville-campagne. Système d'organisation de l'espace, les grands réseaux électriques ont redéfini l'aménagement du territoire. J'ai mis ici l'image du colosse sur la ville de Londres, hein, avec son moteur, sa turbine dans sa main. Et puis, voilà, ces références assez connues, hein, mais qui rappellent, hein, aussi que l'histoire de l'urbanisme, c'est en grande partie l'histoire de ces réseaux, hein, cette matrice infrastructurelle, hein, qui s'est déployée au fil de ce siècle, et cette image de Le Corbusier aussi. Le monde reste certes dépendant du carbone et des fossiles, mais l'électricité provoque une transition infrastructurelle en termes de transport et de distribution de la ressource, ainsi que du point de vue des imaginaires énergétiques. La distance rendue possible par la structure du grand réseau électrique masque d'autant plus des effets de matière, et cela s'est encore amplifié depuis les années 90 avec l'avènement de l'ère numérique, qui entraîne une intensification énergétique des territoires en termes de production et d'utilisation de l'électricité, hein, tout le sujet data center, hein, ces opérateurs largement privés qui viennent saturer les réseaux publics d'électricité et qui créent dans de nombreuses grandes villes d'Europe, hein, et de par le monde des tensions et des conflits d'usage vis-à-vis de cette ressource électrique. La part d'électricité, dont 60% est produite à partir de charbon et de gaz naturel en 2023, ce sont des chiffres de 2023, ne représente qu'un quart environ de la consommation énergétique finale mondiale, mais elle est en croissance, hein, avec l'électrification des usages, notamment des transports, le développement du numérique et de l'intelligence artificielle. Dans notre présent, hein, l'électricité apparaît comme la clé de voûte de la dite transition, avec tous les guillemets qu'il faut autour de ce mot, clé de voûte de la transition des systèmes énergétiques vers la neutralité carbone, hein, partout annoncée, mais si lente à se mettre en place en raison des obstacles que les structures actuelles, hein, du système capitaliste notamment lui opposent.
Dans la grande majorité des discours sur la transition, la sortie des énergies fossiles repose sur le développement de l'électricité, hein, une croissance qui est autour de 3 à 4% par an, hein, là encore selon l'AIE. Vecteur énergétique majeur des énergies renouvelables, l'électricité est au cœur des scénarios pour 2050. Alors j'ai mis ici les scénario que vous connaissez probablement, hein, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, mais que ce soit l'ADEME, que ce soit RTE, hein, RTE pour Réseau de transport d'électricité, ou l'AIE, l'ensemble des scénarios lui attribuent, hein, à l'électricité entre 40% et 75% du bouquet énergétique final. Avec la relance du nucléaire, notamment en France, l'intégration des énergies renouvelables, l'électrification des usages, la digitalisation des réseaux, l'électro-intensification des industries de base, même si on sait que c'est compliqué pour la chimie, la scierie, la cimenterie, le tout électrique, hein, apparaît véritablement, hein, comme le nœud de la transition. On pourrait dire, hein, d'une certaine façon que le technosolutionnisme contemporain est très largement électrique. Donc, dans des mondes, hein, si on essaye d'imaginer ce que pourraient être des mondes post-capitalistes, on pourrait dire, bon, bah, cette condition électrique contemporaine, elle peut être assumée, mais elle devrait probablement être profondément repensée quant aux modalités de l'électrification et à ses infrastructures, hein, ainsi que par son lien avec une sobriété énergétique et structurelle. Avec en tête ces questions, hein, à quoi sert l'énergie et à qui, hein, quel est le coût énergétique aussi du système capitaliste, hein, quel est par exemple le coût énergétique des produits importés dont on pourrait se passer. Alors, ce que je vais ici vous présenter, je vous ai mis, c'était une petite introduction pour revenir un peu sur ce terme, hein, et ce cadre, en tout cas, enfin, cette réflexion un peu énergétique ou de transition énergétique dans lequel s'inscrit cette réflexion, et puis ces notions que je vous propose un petit peu de traverser, les notions de diversité infrastructurelle, de technorégionalisme, de municipalisme énergétique ou de communalisme électrique, hein, qui sont autant de notions que je vous propose de traverser à travers 5 points. Ouvrir les cultures de l'ingénierie énergétique, verrouillage socio-technique, une autorité faite système, architecturer l'économie domestique pour transformer le service public, technorégionalisme et le municipalisme énergétique. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop long. Je ne me suis pas minutée. Je vais mettre un petit minuteur. Ça fait combien de temps qu'on a démarré là 10 minutes, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Ok. Je mets pour la suite. Alors, si on revient sur ce premier point, ouvrir les cultures de l'ingénierie électrique. Et là aussi, hein, c'est aussi tout un travail qu'on essaye de faire dans le cadre de ce projet ADEME, hein, c'est de rapprocher les cultures de l'aménagement, on va dire architectes, urbanistes, paysagistes, avec notamment des ingénieurs en électricité, hein, pour essayer de repenser ou de questionner les possibles, hein, les transformations de l'urbanisme des réseaux dont on hérite. La structuration de ce grand parc des machines, hein, c'est une notion ça, que j'emprunte à Gunther Anders, résulte en partie de l'homogénéisation à outrance des mondes techniques. La concentration des pouvoirs de l'ingénierie est corrélative, on pourrait dire, hein, à l'intensification industrielle qui marque l'avènement de l'idéologie technicienne. La mise en production du territoire s'accélère, unifiée par la raison et l'empirisme des Lumières. Celui-ci n'est plus la réalité hétérogène et décentralisée de l'âge classique. Au XVIIIe siècle, l'ingénieur devient la figure de l'universel rationnel. Il porte la lourde tâche prométhéenne de transformer l'espace et le temps, de dompter la nature dans une conception largement scientiste et positiviste du progrès, à l'exemple du courant idéologique du saint-simonisme, hein, pour qui l'exaltation éblouissante et mystique du progrès technique et scientifique est perçue comme une dynamique continue et irrépressible, hein, une nouvelle religion pleine de promesses. Hein. Alors ici, j'avais mis la petite figure de l'ingénieur de Nicolas de Larmesin dans le livre des métiers, et puis cette citation bien connue de Prosper Enfantin.
pour qui progrès technique et machinisme, ce progrès doit permettre de libérer les classes laborieuses des tâches ingrates, mais la question du partage des richesses ou de la propriété des moyens de production ou encore des considérations plus environnementales sont absentes, alors même qu'à cette époque, bien sûr, le souci des effets de l'extraction et de l'industrie et sur le changement climatique existe déjà. On peut dire que l'esprit du positivisme reste assez vivace, quelques 3 siècles plus tard, dans un étrange écho, n'est-ce pas, la présidente du directoire d'Enedis. Alors Enedis, c'est l'opérateur de distribution électrique français, qui se plaît à rappeler dans une interview dans Le Monde que le réseau électrique de distribution fait 35 fois le tour de la Terre et que tous les 3 ans, nous construisons un tour de terre supplémentaire pour les nouveaux usages de l'électricité. Ce culte de l'énergie reste d'une certaine façon inchangé. La constitution des sciences modernes a notamment été discutée par Isabelle Stengers et Ilya Prigogine qui avaient relevé dans la Nouvelle Alliance quelques apories, en particulier leur prétention, la prétention des sciences modernes, à décrire l'ensemble du monde à l'aide d'un unique langage physico-mathématique et son incapacité fondamentale à dialoguer avec les sciences humaines et sociales. Donc là, on est vraiment aussi au cœur de questions ou de problématiques qui relèvent, je crois, de l'interdisciplinarité, aussi quand on se heurte ou quand on questionne en architecte, en urbaniste, les infrastructures ou vice-versa, comment le génie électrique aussi se confronte à des questions plus situées de territorialisation de ces objets, question qui reste largement manquante dans ce champ. La grande unification et la difficulté à penser le singulier et la diversité technique sont un des révélateurs de la séparation nature-culture et de la grande entreprise de classification, d'homogénéisation et de réticularisation du monde opérée par les ingénieurs du siècle des Lumières et les suivants. Mais aussi avant, comme l'a montré, j'ai notamment mis cette couverture, Carl August Wittfogel, il a bien montré dans ses travaux les rapports entre grands systèmes techniques et pouvoirs qui se sont manifestés bien avant l'âge industriel, ce qui permet aussi de relativiser la spécificité macro-systémique de la technique moderne, puisque de grands systèmes techniques, notamment hydrauliques, existaient en Égypte ancienne, en Mésopotamie ou en Chine impériale, certes, on pourrait dire, mais c'est avec l'électricité que la notion de méga-machine ou de grand système technique va prendre toute sa puissance. Et là, on arrive à cette notion de grand, large technical system, grand système technique et des figures d'aménagement spatial qui lui sont associées, dont cet urbanisme LTS. Le génie électrique naît et grandit dans un monde technique marqué par le capitalisme industriel dont il va participer à structurer les réseaux et accélérer les flux de marchandises, d'énergie et d'informations. L'énergie fossile, que ce soit charbon, pétrole ou gaz naturel, va permettre de produire de la vapeur et de l'électricité utilisée par l'industrie pour démultiplier l'accumulation des capitaux dans un raffinement de l'exploitation à l'est et à l'ouest, dans les empires comme dans les territoires colonisés. Dans les pays industriels du Nord, les trusts électriques vont structurer l'aménagement du territoire et l'émergence progressive d'un système interconnecté qui rassemble producteurs, transporteurs, distributeurs et consommateurs. Et là, j'avais mis cette citation aussi de Jacques Lacoste, qui était un philosophe prospectiviste chez EDF dans les années 80, et qui nous dit le réseau interconnecté est une simulation de la concurrence parfaite, c'est-à-dire que les électriciens sont à la fois des planificateurs et des néolibéraux absolus. Et c'est notamment dans le cadre d'un article, je ne vais pas y revenir ici, que... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne passe plus? Ah, voilà. Un article qui vient de paraître dans la revue Transition de l'École des Ponts et Chaussées, où j'ai refait un petit peu cette histoire sur laquelle je travaille aujourd'hui, de ce déploiement, de cet aménagement infrastructurel et d'une histoire qui est une histoire très, très industrielle, qui est vraiment liée au monde de l'industrie, mais je referme la parenthèse là-dessus.
Si l'interconnexion nationale et internationale est une utopie technique. Oh, alors attendez, j'ai un problème parce que j'ai un chat qui qui saute sur mon bureau. Voilà, c'est bon, vous ne l'avez pas vu. Euh, alors attendez, j'en ai plus. Oui, si l'interconnexion nationale et internationale est une utopie technique jusqu'à la fin du 19e, elle deviendra une réalité au tout début du XXe siècle, hein, et la maille électrique dont nous héritons aujourd'hui relève d'une série d'opportunisme ou de prise industrielle et du choix politique, hein, d'un fort centralisme, alors même que d'autres modèles existaient et furent discutés, hein. Ça, c'est notamment les travaux de mon collègue du LATS, hein, François-Mathieu Poupeau, dans les pouvoirs locaux de l'électricité des années 1870 aux années 1970. Il raconte, hein, l'histoire de l'électricité à partir des communes, à partir des territoires, et il restitue notamment en partie l'histoire des régies communales qui m'intéresse beaucoup. Euh, et donc 46, hein, on connaît cette histoire, nationalisation de l'électricité en France, hein, et donc ce choix de l'ultra-centralisme s'affirme et sera ensuite, hein, techniquement renforcé par le projet nucléaire. François-Mathieu Poupeau raconte aussi ça très bien dans son ouvrage, hein, sur les débats qui ont existé à la tête même d'EDF dans les années, entre les années 1940, 1946, et un certain nombre de figures, d'ingénieurs, d'énergéticiens, hein, de politiques qui militaient, entre guillemets, pour avoir une maille électrique qui puisse être pilotée à l'échelle des régions, via notamment des régions ou des départements, hein, donc un système interconnecté, mais avec une gouvernance territoriale et ouais, un système de gouvernance beaucoup plus local, avec aussi des retombées économiques pour les territoires. Mon deuxième point, verrouillage socio-technique, une autorité faite système. Alors, depuis une vingtaine d'années, le système électrique est en plein chamboulement. Alors, ce chamboulement, il est dû à la fois à l'obsolescence et au vieillissement des structures, hein. Les centrales nucléaires ferment, arrivent en fin de vie. Là, on est vraiment sur des questions qui sont liées au vieillissement, à des formes d'obsolescence. Crise environnementale et climatique aussi, bien sûr, hein, qui frappe ces objets. Bref, crise des réseaux, hein, et cette crise des réseaux est aussi celle de l'idéal infrastructurel moderne et d'un service public en manque, hein, pourrait-on dire, hein, on pourrait dire en manque de réinvention. Les cadres juridico-économiques des infrastructures énergétiques qui président à la gestion des réseaux, aussi bien énergétiques que numériques d'ailleurs, hein, sont de plus en plus éclatés, sous-traités, décollectivisés, ce qui constitue un obstacle à la transformation du système productif et conduit à un affaiblissement du service public, mais aussi à une fragmentation, ou en tout cas à un risque de fragmentation socio-spatiale, avec pour conséquence, hein, le risque, hein, d'une société d'infrastructure à plusieurs vitesses, hein. Et j'ai mis ici, je crois, voilà, la couverture de très bel ouvrage, Planetary Urbanism, de Graham et Marvin, qui doit dater de 2001 ou 2010, non 2001. De 2001. Donc, crise des réseaux. En même temps, au tournant des années 2010, grand boom, ou en tout cas le développement des énergies renouvelables et la possibilité de la production décentralisée a ouvert de passionnants débats sur une modification des architectures réseau, sur leur mode d'exploitation. En somme, une véritable transition infrastructurelle, hein, un débat qui a été assez rapidement fermé par les opérateurs de distribution européens qui n'ont pas souhaité ouvrir le modèle de leur réseau électrique. Alors, j'avais démontré dans l'ordre électrique, hein, que si la question de la production électrique est fortement entrée dans le débat public, d'une part, et notamment par l'intermédiaire de collectifs citoyens producteurs, ou des expériences de relocalisation énergétique et des réflexions sur une transformation des infrastructures de transmission et distribution a été présente. Et bien par ailleurs, la question de la transformation de la matrice infrastructurelle, et notamment alors, pardon, attendez, c'était pas clair, je vais vous dire ça plus clairement. Avec le boom des énergies renouvelables, on a eu beaucoup
beaucoup de travaux, de propositions, mais même d'engagements citoyens via des collectifs, des coopératives, etc., sur la production, la production locale d'électricité. Ça, on sait faire. Ça a été pas mal débattu. Mais par contre, la distribution, c'est-à-dire la forme des réseaux électriques eux-mêmes, vraiment cette ligne de la transmission a été assez peu questionnée. Alors, il y a aussi eu un renouveau architectural, ça je l'avais aussi un peu raconté dans l'ordre électrique. La figure de la centrale sont apparues comme on pourrait dire un nouvel objet un peu public, vecteur d'urbanité. Alors ici, ce sont plutôt des centrales dans des tissus plutôt ruraux, mais dans le centre de grandes métropoles, que ce soit à Londres ou à Barcelone, mais aussi à Copenhague, la centrale électrique, la centrale, souvent des centrales de cogénération notamment, biomasse aussi, sont apparus comme vraiment des nouveaux monuments publics, vecteurs d'urbanité avec des aménagements très forts, donc des objets comme ça qui ont participé au renouveau paysager, urbain. Mais au-delà de la production et de ces emblèmes, quid de la transformation du réseau, donc de cette matrice qui est finalement dessous et qui ordonne tout un tas de choses. Finalement, la matrice réseau, elle a été requestionnée en partie via le numérique, avec toute la pensée smart grid ou réseau intelligent, c'est-à-dire équipé de technologies de l'information et de la communication, qui ont permis de développer de nouveaux usages orientés vers la flexibilité, qui a été la grande notion qui est très présente. Donc, cette pensée smart grid s'est développée. Et loin de favoriser une décentralisation, elle est venue au contraire renforcer le centralisme, alors qu'elle pouvait permettre de relocaliser l'économie énergétique, et les énergies renouvelables, dans ce cadre-là, sont devenues une variable d'ajustement dans l'équilibre du grand réseau. Dans cette conception smart grid, les productions électriques locales, le micro, constituent une réserve d'import-export dans le marché de l'énergie au profit de l'équilibre du grand réseau de transport et de distribution. Alors on pourrait dire oui, mais quand même, il y a quelques initiatives, tentatives de redirection qui sont assorties de politiques de communication aussi, puisqu'on parle de l'autoconsommation individuelle et collective, la promotion aussi de communautés énergétiques, notamment par Enedis. Ces notions ont été promues, mais dans une forme très contrainte par les opérateurs réseau. Et rien ne change structurellement parlant, si on revient notamment au scénario RTE, que vous avez peut-être eu l'occasion de traverser. L'exercice de prospective lancé par RTE en 2021 sur le futur des réseaux électriques, où on apprend, et d'ailleurs la déclaration de la présidente du directoire d'Enedis avec le réseau de distribution 35 fois le tour de la Terre, ce que je disais il y a quelques minutes, s'inscrivait aussi dans cette dynamique où on annonce que, en effet, les réseaux électriques nécessitent des interventions urgentes, mais aussi de nouvelles productions pour pallier aux nouvelles demandes, et qu'importe les scénarios, dans le cadre de ce travail de prospective chez RTE, on apprend que les réseaux électriques vont être démultipliés sur l'ensemble du territoire d'une certaine façon. Donc rien ne change structurellement parlant, alors même que l'autoproduction d'énergie renouvelable interroge la conception historique du réseau et son centralisme. Cet état de fait, on pourrait dire, est la conséquence de la marchandisation de l'électricité, et il y a d'une certaine façon une autorité qui est faite système. Et le problème ici est bien, je crois, la pensée en termes de système, qui est issue d'un imaginaire de l'homéostase, qui est très associé à la science des systèmes complexes et à l'automatique, qui sont deux dérivés du génie électrique. Dans ces exercices de prospective, alors le territoire, la question du local apparaît très peu. Il y a vraiment une grande déconnexion avec la façon dont, notamment, nous, je crois qu'on l'envisage dans le champ des disciplines de l'aménagement. Et par ailleurs, dans ces exercices de prospective, on remarque que
d'une certaine façon, l'invention est interdite, hein, puisque l'objectif, hein, en quelque sorte, est de revenir à la stase, hein, et donc l'immensité, la complexité de la structure, hein, le grand réseau, agissent non seulement comme un vecteur d'intouchabilité matérielle, mais aussi symbolique, qui interdit de penser une restructuration profonde, hein. Donc c'est ce fameux il n'y a pas d'alternative, il y a eu des investissements, il faut rentabiliser les coûts, maintenir, réparer, prolonger. Les gestionnaires de réseau continuent d'éviter toute réflexion, hein, sur leur transformation structurelle, même si c'est en train de bouger un petit peu en ce moment. Et donc, d'une certaine façon, hein, l'absence de remise en cause de ce modèle, hein, cette matrice, de cette figure de la grille, hein, qui par ailleurs a beaucoup inspiré le champ de l'architecture et de l'urbanisme, hein. Il faut pas se souvenir, il faut bien se souvenir que le monument continu de Super Studio, hein, n'est autre qu'une grille électrique, hein. La figure de la grille, hein, par ailleurs, c'est une figure qui a été très mobilisée, hein, dans le champ de l'art, hein, mais aussi de l'architecture. Et ça pourrait aussi renvoyer d'une certaine façon aux travaux de Catherine Momy, hein. Donc cette figure de la grille, ici, cette grille électrique. Donc ces gestionnaires de réseau qui continuent d'éviter, hein, toute réflexion sur ces transformations. Et la question, moi que je me pose, qu'on est plusieurs à se poser, hein, c'est l'absence totale de remise en cause du modèle n'invalide-t-elle pas l'exercice même de la prospective énergétique, hein, qui rejoue en permanence des probables, sans aucune considération pour d'autres possibles? Quid donc de scénarios qui seraient basés non plus sur des mix de production énergétique, mais sur la transformation de la structure même du réseau? Parmi les doctrines et mythes du réseau persiste l'idée que le modèle centralisé serait le plus à même d'assurer la péréquation, c'est-à-dire, on veut dire vite, hein, l'égalité entre les territoires. Mais dans quelle mesure, hein, peut-on revenir sur ces principes mythiques, hein, et jusqu'à quel point, alors sans bien sûr venir atteindre ou déstabiliser ce principe d'égalité, mais derrière, hein, cette péréquation nationale et tout un tas de tabous qui sont associés au génie électrique, n'est-ce pas aussi peut-être une présence de l'État, hein, qui bloque un modèle plus territorial? Ce sont notamment, hein, Louis de Fontenelle et Blanche Lormeto, hein, qui sont spécialistes du droit de l'énergie, qui posent aussi ces questions, hein, quid d'une approche critique, hein, de la rhétorique sociale, de l'accès universel au réseau qui sous-tend toute cette belle mécanique économico-industrielle, et donc à l'heure des transitions, à quelle maille se localise le service public à l'échelle locale, régionale, nationale, et on voit que la question est plus politique que juridique et technique. Alors, manque de volonté politique, verrouillage du débat chez les opérateurs, ce qui semble paradoxaux, hein, à l'heure où les mouvements de remunicipalisation, mais aussi à l'heure où la notion de commun, et déjà depuis plusieurs années, hein, quand même, sont assez présentes dans l'actualité et dans le débat public. Alors, c'est pour ça que dans le cadre, voilà, aussi, hein, c'est un article, et puis c'est aussi dans le cadre du projet ADEME, nous voudrions défendre, hein, une hypothèse qui articule les échelles régionales, communales et municipales, et qui ne soit pas uniquement localiste, d'une certaine façon. Il s'agirait ainsi d'envisager, hein, une relocalisation aussi poussée que possible, tant pour la production électrique, hein, matérielle, que pour la distribution. Et au regard des interdépendances, penser l'énergie et ses infrastructures, hein, ne peut faire l'impasse d'une réflexion sur la technique en lien avec une profonde réorganisation des nécessités vitales centrée sur l'économie domestique et le secteur du bâtiment dont la consommation énergétique n'a cessé de croître. Et là, j'en viens à ce qui est, je crois, mon troisième point, architecturer l'économie domestique pour transformer le service public. Dans cette perspective, la question des communs passe par le renforcement de l'économie domestique, et cette part de domesticité passe aussi et surtout par
l'architecture, bien sûr. L'architecture, hein, qui est un art de l'oikos, hein, maison, patrimoine en grec, hein, et qui renvoie à l'oikonomia, hein, cet art d'administrer son domaine, comme le définit Xénophon, hein, il y a tout un tas de traités à cette période-là, hein, sur des traités d'économie domestique, hein. C'est Alberti aussi, hein, l'architecte Alberti, qui avait fait un très bel ouvrage sur l'économie domestique. Donc, dans une généalogie moderne de l'économie domestique, dans le champ de l'architecture et de l'urbanisme, le sujet de la relocalisation des ressources et de la décentralisation de ces réseaux de subsistance met en valeur, je crois, une notion que l'histoire économique a largement effacée, et qui avait été notamment repris, hein, par Hannah Arendt, qui utilisait cette notion, hein, d'autogarantie des nécessités vitales, et qui était une notion qui m'avait pas mal obsédée pendant ma thèse de doctorat. Alors j'ai mis ici ces deux couvertures, hein, qui sont issues de ce travail qui a été publié, et qui visait à questionner la relation d'incidence directe entre l'espace de la domesticité et le dehors énergétique. Un lieu d'habitation peut être un lieu de production, hein, c'est toute l'histoire du mouvement de l'autonomie énergétique en architecture et de quelque sorte, hein, de ces infrastructures plus ou moins vernaculaires. L'ordre électrique moderne a en quelque sorte fait éclater la gestion des nécessités vitales, dont l'architecture assurait une partie, hein, puisque en moins de 2 siècles, hein, ces besoins premiers sont devenus totalement dépendants de médiateurs techniques, institutionnels et commerciaux, hein, et l'assistance biologique a fait muter l'espace domestique. Donc, cette économie domestique, hein, n'a cessé de se structurer comme un secteur mercantile, et dans cette généalogie que j'avais essayé de faire autour de la question de l'autonomie énergétique dans le cadre de ma thèse, il s'agissait de retrouver des fragments de projets du champ de l'architecture et de l'urbanisme, donc des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, qui s'étaient intéressés, alors qui avaient fait d'une part de la relocalisation des ressources un projet d'aménagement, mais qui avait aussi fait du réseau électrique un vecteur de projet. Hein, ça, c'est ça qui m'avait vraiment intéressée. Et cette question de l'autonomie domestique, hein, elle est en effet au cœur, hein, de ce mouvement de l'autonomie énergétique, qui a replacé au centre du projet architectural et urbain des dispositifs d'autosuffisance. Alors, pourquoi revenir à ça quand on parle du réseau électrique? Eh ben, tout simplement, puisqu'il y a, disons, une forme d'économie, hein. C'est Frank Lloyd Wright qui disait très bien, la connexion au réseau, c'est une connexion à minima. Si l'architecture est bien faite, si un certain nombre de principes liés au bioclimatisme, si la qualité des matériaux, si l'orientation, etc., eh bien, on consomme moins. Et si on consomme moins et qu'on va moins chercher sur le réseau, sur les réseaux d'électricité, de chaleur, mais aussi d'eau, et bien peut-être que du coup ce sont d'autres réseaux. Et Frank Lloyd Wright avait eu dans ses travaux et dans son autobiographie notamment, hein, où il parle pas mal de la question de l'autosuffisance, cette très belle phrase, hein, sur la connexion à minima. Alors, bon, je passe sur ces exemples, hein. Si ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver dans cet ouvrage. C'était ici pour montrer un petit peu l'ancienneté, hein, de ce phénomène, de cette préoccupation chez les ingénieurs, une préoccupation de l'autosuffisance et de la relocalisation, qui a nourri tout un tas de figures, hein. Ici, c'est un projet de micro-réseau électrique qui date de 1840, et je ne me trompe pas, hein, quand je dis 1840, c'est bien 1840, alors que le premier réseau électrique du monde, ce sera quelques 40 ans plus tard à Manhattan. Ça, c'est un projet complètement farfelu d'un ingénieur allemand qui émigre aux États-Unis et qui propose des micro-réseaux électriques qui fonctionnent avec la chaleur du soleil, le souffle du vent, les énergies marémotrices. C'est vraiment un conte philosophique, hein. Vous retrouvez l'ensemble du descriptif de cet objet technique, qui par ailleurs est absolument incompréhensible, hein. Techniquement, on ne comprend pas vraiment comment ça marche, si ce n'est qu'il y a une sorte de moteur qui se déplace d'un pôle ou d'un petit bassin énergétique à un autre. Voilà, je ne détaille pas plus, mais tout ça pour raconter que cette question de l'autosuffisance, de la relocalisation, du réseau, de la trame, hein, elle a voilà, toujours, hein, d'une certaine façon,
façon intéresser le champ de l'ingénierie, de l'architecture et de l'urbanisme. Et aussi, ce qui est intéressant avec des projets de ce type, hein, c'est que ce sont aussi des projets de société, hein. C'est Castoriadis qui disait un projet d'infrastructure, c'est un projet de société. Et la question des modes de vie, puisque notamment dans ce très beau texte d'Hetzeler, la question de l'abondance, de la fin du travail, enfin on est vraiment sur une utopie sociale, hein, au-delà des figurations politiques et très techniques que peuvent avoir ce micro-réseau. Je passe sans plus les commenter, hein. Je citais tout à l'heure Frank Lloyd Wright et notamment dans son chapitre, un chapitre qui s'appelle Power Unit dans The Disappearing City, hein, dans la ville évanescente, qui est consacré aux infrastructures énergétiques, hein, qui vont faire fonctionner son utopie urbaine, Burdak City. Et la question de la micro-hydroélectricité, notamment, est très présente. Donc l'architecture, avec et ici, je finis sans plus commenter non plus, hein, les travaux de l'architecte Jeanne-Marie et Georges Alexandrov, hein, dont les deux images du haut sont issues de la très belle thèse que mon collègue Paul Bouet a consacrée à leurs travaux. Deux personnages, hein, deux grandes figures du solaire en France, hein, qui se sont aussi fortement intéressés à cette question. Donc l'architecture, avec ses dispositifs intégrés, en assurant la gestion du cycle de l'eau, des déchets, du confort thermique, devient alors, hein, un art d'agencer des nécessités vitales, hein, et de réduire sa dépendance au dehors. L'architecture organise, hein, une économie de la quotidienneté et d'une certaine façon, hein, a cette capacité d'alléger l'infrastructure, hein. Et donc ce rapport d'incidence, hein, entre économie domestique, hein, et dispositifs de subsistance, et de l'autre côté, hein, infrastructure et services publics, et bien sûr les liens qu'il y a entre les deux, hein. Tout ça a une grande actualité aujourd'hui, hein. Je pense notamment aux travaux de Geneviève Pruvost, hein, sur la subsistance. Alors, je passe et on va arriver, voilà, à ce quatrième point. Parallèlement à la critique de la méga machine, du système technicien qui s'est structuré au fil du XXe siècle, on a aussi vu apparaître une pensée des techniques beaucoup plus territorialiste. La relocalisation énergétique liée aux enjeux de décentralisation est notamment portée aux États-Unis dès les années 1920 par la Regional Planning Association, d'une part, hein, qui propose une fédération de communes rurales fonctionnant avec des ressources décentralisées, des petits barrages, etc. Dans les mêmes années, le municipalisme électrique allemand ou français, hein, connaît aussi un certain dynamisme. Pourtant, l'histoire des communs ou du biorégionalisme ne s'est que marginalement intéressée à l'infrastructure énergétique, à ses rouages et à ses installations, définissant le territoire à partir de ses spécificités écosystémiques. L'école biorégionale américaine ou européenne, hein, et ses plus récents développements en Italie ou en France, hein, ont renouvelé les visions de décroissance et de décentralisation. On pense notamment, mais pas que, hein, à l'Institut Momentum ou à d'autres. À partir d'une interdépendance de régions redéfinies à partir de leurs caractéristiques naturelles et géographiques, l'approche biorégionale, hein, repose majoritairement sur la descente énergétique, l'agroécologie, la permaculture, la biologie des milieux et une valorisation aussi certaine, hein, de l'autonomie énergétique, sans que la question de l'héritage infrastructurel et de ces transformations techniques ne soit trop présente, hein. J'ai trouvé assez peu d'exemples. Et bon, peut-être en France, hein, ce sont notamment les travaux sur les notions de métabolisme, hein, et d'écologie territoriale, hein, qui ont été développés par et autour de Sabine Barle, qui ont le plus rapproché écologie et infrastructure, faisant émerger des organisations infrastructurelles vertueuses, valorisant la persistance, la résistance ou la réinvention de techniques circulaires, notamment sur la question de la gestion des déchets et de l'autonomie alimentaire. Alors,
J'avais proposé, je crois que c'est à bout de flux, hein, cette notion de technorégionalisme pour contribuer au débat sur la question infrastructurelle, pour peut-être remettre aussi un peu la question technique ou la question de l'héritage technique au centre, puisqu'il me semble qu'avec cette notion, elle oblige un petit peu euh, à sortir du localisme et de la valorisation de régimes de subsistance ayant pour seule perspective hein, la petite communauté autonome et son jardin partagé, si je dois dire les choses un peu vite. Avec la question de l'énergie et de l'héritage de ces objets productifs, hein, il est difficile d'imaginer un simple retour vers le biologique hein, ou le terrestre, comme disait Latour, hein, car il n'y a plus de bioterritoire d'une certaine façon. Hein, c'est aussi une construction mythique, naturalisée, dans la mesure hein, où l'on ne peut pas échapper à l'infrastructure et à ses communs négatifs. Hein. Je vous parle ici depuis le centre-Bretagne, hein, qui est une magnifique région bocagère, hein, où tous les cours d'eau sont massivement pollués. On est tous et toutes face à ces... voilà, face à ces réalités. Difficile aussi de transposer des savoirs, des pratiques et des cosmologies autochtones dans les flux des structures modernes. Hein. Et donc, il me semblait qu'une approche plus technique oblige à questionner aussi le démantèlement, la substitution ou la transformation infrastructurelle. En complexifiant la problématique locale globale, l'infrastructure énergétique contraint à penser un collectif et des interdépendances territoriales qui dépassent la communauté habitante, hein, puisque un réseau énergétique impose la question des liens et de l'interconnexion. Il oblige à considérer une solution de solidarité et de continuité entre des échelles. Le réseau et l'infrastructure, en posant la question de l'interconnexion et de la technique, en sortant du lien de naturalité, hein, renouvelle d'une certaine façon l'imaginaire hein, pastoral promu par les communs, hein, au-delà des communaux champêtres et de leurs ressources naturelles, hein, l'eau du ruisseau, le bois de la forêt que l'on a en partage, etc. Comment donc construire un commun énergétique et infrastructurel avec ses lieux de production, ses réseaux de transport, de distribution, etc. La notion de technorégionalisme ne fait au fond qu'écho à celle de milieux technogéographiques, hein, sur lesquels j'ai un doctorant qui travaille, Mathias Brissonneau. Bref, qu'importe le terme, il doit permettre deux choses, que ce soit ce milieu technogéographique ou cette notion de technorégionalisme. Euh, Peut-être essayer de revaloriser l'approche technique hein, pour un inventaire des matrices du patrimoine infrastructurel, hein, qui soit productif, improductif ou obsolète. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui est en train de se passer hein, dans le champ des disciplines de l'aménagement. Voilà, l'énergie est revenue assez fortement hein, et ces infrastructures aussi. Répertorier et saisir la complexité typologique, architecturale et paysagère des spatialités réticulaires énergétiques. Hein, c'est d'une part interroger l'état technique, environnemental, économique et politique des lieux productifs, que ce soit les centrales hydroélectriques, les sites nucléaires en cours de maintenance ou de transformation, les centrales techniques en cours de fermeture, les nouvelles installations d'énergie renouvelable, etc. Mais c'est d'autre part aller chercher dans le palimpseste matriciel des résistances hein, et des persistances d'histoires techniques porteuses de mondes communs, hein, recomposer des modes d'existence plus hétérogènes où la technique est proche pour pouvoir faire grandir ou recomposer des histoires et des projets énergétiques en fonction des spécificités géographiques. Et on voit hein, que les notions, que ce soit la notion de diversité infrastructurelle, de technorégionalisme, de milieu technogéographique, la notion de cosmotechnique, qui est le titre d'un ouvrage aux éditions Divergence de Yu Kui sur la question de la technique en Chine. Hein, oui, pardon? Ah non, je croyais que... Attendez, je vérifie l'heure quand même. Toutes ces notions, en tout cas, montrent qu'il y a un grand dynamisme autour de ces questions et de ce retour, entre guillemets, au territoire. Euh, alors, le techno-régionalisme sur lequel on va essayer de travailler dans le cadre du projet ADEME, en essayant de venir détricoter, re-questionner l'infrastructure électrique, ce techno-régionalisme, il impliquerait plusieurs choses. Alors, je les énonce comme ça. Alors, je raconte aussi que, enfin, je vous dis ici aussi que enfin, c'est un projet qui démarre en janvier, que on va faire aussi des ateliers de projet à l'école d'architecture de Paris-Malaquais hein, autour de cette question pour aussi fortement faire remonter cette dimension spatiale hein, et la question de la représentation qui nous intéresse beaucoup.
Ce techno-régionalisme, il impliquerait plusieurs choses. Alors, je les énonce très vite, puisque j'ai bien conscience qu'il faut que je conclue, et c'est ce que je vais faire. Il permettrait plusieurs choses. D'abord, premièrement, sortir de la planification énergétique hors sol, du génie électrique, et trouver un équilibre entre une vision nationale, internationale, puisque évidemment l'électricité et l'énergie se pensent aussi à très grande échelle, mais cet équilibre entre cette très grande échelle et une approche plus territorialisée qui repose sur des modes de vie plus sobres et sur une relocalisation de la production. Ce technorégionalisme, il impliquerait aussi de faire décroître le réseau, de repenser ce qui l'impacte pour réduire les appels de consommation des bâtiments, l'architecture. Cela revient à renforcer une forme d'autosuffisance là où c'est possible et à limiter l'électrification des usages. Ce technorégionalisme, il impliquerait aussi de réconcilier les rapports entre flux et sites et penser une fourniture par l'usage, ce qui revient à optimiser et à stabiliser la maille locale à partir de la production locale, et avec une interdépendance entre politique de sobriété, inventaire technique, relocalisation industrielle. Ce technorégionalisme, il impliquerait de faire coexister des grappes, et ça c'est vraiment une pensée de l'hétérogénéité, de la diversité infrastructurelle, qui est vraiment à rebours du monde technique moderne, donc faire coexister des grappes micro ou de moyens réseaux en fonction des territoires et des échelles, assumer l'hétérogénéité des interconnexions entre ces grappes, connectées, isolées, indépendantes. On voit qu'il y a plusieurs possibles. Ce technorégionalisme, il impliquerait toujours pour l'électricité d'abandonner pour certains services et usages l'obligation d'équilibre. Alors là, on est vraiment sur des questions de génie électrique, mais puisque c'est toujours une question d'équilibre. Moins de répartition, c'est aussi moins de flexibilité réseau, et peut-être aussi faudrait-il accepter les pénuries comme les pertes, ce qui revient à augmenter aussi l'acceptabilité de l'intermittence et du temps de coupure. Et là, je crois qu'il y a avec nous Pierre-Thomas de Mars, qui travaille doctorant avec moi et dans le cadre du projet ADEME aussi sur ces sujets. Et ce technorégionalisme, il impliquerait aussi de rapprocher les flux physiques de production, de consommation, des flux contractuels. Donc là aussi, c'est toute une économie en réorganisant le rôle des actrices de l'énergie. Donc c'est penser leur diversification, leur démultiplication. Tout à l'heure, je vous parlais de François-Mathieu Poupeau qui revient sur l'histoire des pouvoirs locaux de l'électricité. J'étais il y a 2 semaines à Nantes pour aller soutenir le lancement d'Énergie de Nantes, qui est un producteur d'électricité à partir d'un moulin et d'un petit parc éolien. Ils ont plus de 11 000 points de livraison. Donc là, ils lançaient leur activité de fourniture et sur la devanture de leur local, donc assez politique, puisqu'on peut voir Jean Covici fait de la politique et vous, le seul fournisseur d'énergie à but non lucratif et qui est un commun, qui est vraiment pensé comme un commun, c'est-à-dire que c'est une communauté de personnes, l'ensemble de celles et ceux comment dire, qui choisissent la fourniture électrique chez Énergie de Nantes et pas chez, je sais pas moi, EDF ou Enercop. Il y a plus de 150 fournisseurs d'électricité. Je sais pas vous, chez qui vous êtes. Il y a plusieurs possibilités. Donc eux, sur la zone et sur la région métropolitaine, on va dire, autour de Nantes, ils font cette proposition. Si vous habitez à Poitiers ou en Centre-Bretagne, eh bien non, vous ne pourrez pas vous connecter à Énergie de Nantes, puisque le but c'est d'avoir un bassin qui résonne un peu par bassin énergétique. Et il y a aussi tout un tas de redistribution à l'échelle du territoire. Je passe cet exemple-là, mais il est absolument passionnant, vraiment sur la question et sur la figure aussi du commun. Je ne vais pas trop avoir le temps de développer, puisqu'il va falloir conclure si on veut un peu échanger sur le municipalisme énergétique, mais c'est, disons, une déclinaison à cette échelle municipale de ces questions-là, liées à la relocalisation de l'électricité. Moi, je m'intéresse et beaucoup aussi à la figure des ELD. Les ELD, c'est les établissements locaux de distribution électrique qui existaient avant la centralisation, avant 46. Alors, il en existe encore aujourd'hui, puisqu'au moment de la centralisation, beaucoup
beaucoup de régies communales se sont mobilisées en disant « Ah ben non, nous, on ne veut pas fusionner avec EDF, laissez-nous tranquilles ». Elles se sont battues et donc EDF leur a dit « Bon, ben ok, on vous laisse tranquille ». Il y en avait plus de 1000, j'ai plus le chiffre exact au moment de la nationalisation. Elle représente 5% du territoire aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qui échappe au monopole d'Enedis, hein, donc c'est-à-dire que ce sont des régies communales et vous en avez une à Grenoble qui s'appelle G2E, j'ai oublié, c'est le comble, GEC, c'est ça, un GEC, voilà, qui est une régie électrique communale, hein, historiquement. Alors après, elles n'ont pas toutes le même statut, il y a eu des changements, il y a Metz aussi, Strasbourg, mais Strasbourg s'est pas mal fait grignoter par Enedis, alors que Metz a gardé une certaine forme d'autonomie et les bénéfices de la régie communale, il y a toute une dynamique de redistribution aussi, enfin. Bref, passons là-dessus, mais c'est une histoire qui est passionnante et qui pose aussi des questions de spatialité, de spatialisation aussi de l'infrastructure dans ces territoires, hein, où là vraiment on raisonne aussi par bassin énergétique. Je vais donc conclure. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas racontées, mais c'est pas grave. Peut-être je finirai pour dire que oui, transformer les infrastructures énergétiques d'une certaine façon, alors c'est pas oblige, mais en tout cas, si nous déplace, hein, nous oblige un petit peu à aller à rebours de la figure du grand système porteur de contraintes, hein, quasi ontologiques, hein, donc repenser les échelles d'interconnexion avec peut-être en tête la figure de l'archipel, autoriser des décrochages volontaires. Il y a quelque chose aussi de très spatial, hein, et c'est pour ça je pense que rapprocher le génie électrique du champ de l'architecture et de l'urbanisme, il y a un enjeu très fort, hein, puisque les réseaux, ces trames réticulaires, hein, on voit des fils et un peu des toiles d'araignée, mais il y a quelque chose de très spatial, notamment sur la figure de l'archipel, de l'îlotage, etc. Et les outils de représentation de notre champ sont, je pense, extrêmement précieux. Ça, c'était, oui, EDN, mais je passe. J'avais mis ça, c'est dans le cadre aussi du projet ADEME, on a embarqué avec nous un architecte qui s'appelle Luca Merlini, qui a été un grand enseignant à l'école d'architecture Paris-Malaquais, qui a été chef de projet, qui a beaucoup bossé avec Tchoumi, chef de projet pour le parc de la Villette, et avec qui on travaille comme ça sur des fictions énergétiques territoriales. Donc là, ce sont des pieuvres énergétiques qui s'échappent du monument électrique continu. Donc on travaille aussi avec Luca Merlini sur cette figure de l'archipel énergétique. Et je conclus avec Isabelle Stenger. C'est une citation que j'aime beaucoup, qu'elle a prononcée dans le cadre d'un entretien avec Laurent Jean-Pierre à la Manufacture d'idées l'été dernier. Je vous la lis, cette citation, extrait donc de cette discussion. L'écologie des pratiques et des relations, c'est prendre au sérieux la multiplicité des pratiques et des obligations, c'est prendre en compte la diversité des pratiques et rejeter l'unicité. C'est quand la situation se peuple de tout ce à quoi on ne faisait pas attention, alors quelque chose comme une composition peut devenir possible. L'écologie, c'est un être au mode de vie divergent, mais qui réussit à créer des relations où les uns ont besoin des autres pour leurs propres raisons. Cela demande de l'attention, c'est un art de la lenteur, ce n'est pas la merveilleuse alliance qui réussit. Hein, donc voilà. Fin de citation. Hein, donc, penser la diversité énergétique. Hein, on voit bien là que c'est un processus lent, permanent, dans lequel il y a aussi possiblement de la conflictualité. Hein, si on démultiplie les espaces, les lieux ou les points d'interconnexion, bah, bien sûr, c'est plus compliqué. Et donc, c'est aussi un processus permanent de recherche d'équilibre, non seulement énergétique, mais aussi écologique, technique, sociale et politique. Hein. C'est donc une force en action pour revenir aussi à l'énergia, hein. C'est cette notion même d'énergie. Hein. C'est une force en action, un art de la lenteur, hein, pour une coexistence des multiplicités. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Fanny, est-ce que tu m'entends ? Oui, très bien. Alors, on est très nombreux dans la salle. Est-ce que certaines d'entre vous veulent commencer par poser une question ? C'est pour partie nouveau, hein, comme sujet. Oui, c'est vrai que j'ai fait aussi une
Merci. Oui, j'ai une question. Vous parlez beaucoup de négociations, de conflits, de réorganisation spatiale, mais moi, c'est un sujet que je ne connais pas du tout. Actuellement, où sont les lieux politiques où se dessine l'organisation de la distribution de l'énergie? Où sont les lieux où on dialogue, où on dit, bon, j'imagine qu'il y a l'État, mais je me demande, Enedis ou toutes ces industries, par quel processus? Est-ce qu'il y a des lieux juste en fait de négociation peut-être? Non, non, mais c'est vrai que c'est important. En effet, quand on parle de l'électricité, déjà se rappeler il y a plusieurs entités. Donc il y a la production, bon, presque 70% de nucléaire en France, mais pas que, de la production qui vient aussi de collectifs citoyens. Donc là, on a quelque chose d'assez divers. Ensuite, on a la transmission, donc RTE, réseau de transport d'électricité, dont je mentionnais tout à l'heure l'exercice de prospective qui date de 2021. Donc qui ont, entre guillemets, la main hein, sur l'entretien du réseau, sur la nécessité de l'équilibre en temps réel, etc. Enedis aussi, où là on est à une échelle plus territoriale. Hein. Enedis, c'est la distribution, donc c'est le maillage plus territorial, hein, le fil qui va du poste source jusqu'au domicile, jusqu'aux entreprises, enfin, etc. Et puis le monde de la fourniture, alors les fournisseurs d'électricité, plus de 150 en France, qui sont tout ça est réglé par des statuts assez particuliers du marché de l'énergie. La commission de régulation de l'énergie, hein, donc en effet, on a une échelle très, très étatique. Et puis on a un fourmillement d'un certain nombre d'entités. Je parlais tout à l'heure des régies communales et de ces ELD qui ont gardé un certain pouvoir, mais c'est pas évident non plus. Je prenais l'exemple de la régie de Metz, par exemple. La régie de Metz, elle s'est constituée il y a plus d'un siècle. Elle a résisté au moment de la nationalisation en disant ben non, nous, on ne veut pas fusionner avec EDF à l'échelle nationale, on veut garder cette compétence à l'échelle communale et donc on produit, on fournit, on distribue, etc. Mais un certain nombre de lois de libéralisation dans les années 2000-2010 ont aussi séparé les activités hein, de fourniture, de distribution, hein, ce qui fait en gros que si vous ne pouvez pas, et en tout cas la régie de Metz ne peut pas et produire et fournir et distribuer. Donc il y a une réglementation excessivement complexe qui relève aussi tout simplement de choix politiques, je dirais. Hein. Donc, alors la question c'est qu'en fait cette question de la distribution, elle apparaît pas tant que ça dans le débat public. Quand on parle de gouvernance, quand on parle dans le débat public d'énergie, on revient, alors on a souvent oui pour ou contre le nucléaire, les grands enjeux et les sujets autour de l'électrification, mais la question de la relocalisation possiblement de la compétence électrique. Alors on l'a eu un peu pour l'eau, c'est plus facile à remunicipaliser que l'électricité. Donc on a quand même un millefeuille, mais c'est quand même, oui, majoritairement géré et piloté à une échelle qui est l'échelle étatique. Alors, bon, moi Fanny, j'ai noté différentes choses qui résonnent beaucoup avec des questions peut-être pour partie grenobloises, pas que. Il y a eu ce travail sur la question on voit bien que les réseaux se détachent du territoire, et donc cette question de revenir à un voisinage énergétique. Qu'est-ce que serait qu'un voisin énergétique qu'il consomme ou qu'il produit, et est-ce que remettre de la spatialité en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et je me rappelle la question que me pose la question du réseau là, que tu développes. Quand Denis Meadows était revenu en France en 2012 et qu'il avait fait cette conférence à ton ancienne école, Marne-la-Vallée, il était revenu sur 30 ans après les limites de la croissance. Et grosso modo, il y avait un point important qu'il ajoutait, qui était assez majeur et qui m'avait laissé perplexe à l'époque, mais c'est il y a plus de 10 ans, donc du coup, peut-être non. Il disait, en gros, il nous faut faire des réserves, et des réserves de tout. Et à toutes les échelles. C'est la seule façon de pouvoir amortir les chocs, amortir les crises, etc. Alors évidemment, cette question de la réserve, elle vient un petit peu comme modèle autre, enfin ou complémentaire ou autre que celui du flux tendu, de celui du réseau qui, entre guillemets, nous amènera toujours le service qu'on attend, parce que la réserve, c'est la question plutôt de l'usage différé, quoi.
Et ça m'a beaucoup questionné. On a construit nos villes, nos territoires, plutôt sur l'idée du flux tendu, évidemment, et pas sur celui de la réserve. Et donc cette inversion presque de pensée n'est pas simple à accepter, presque culturellement d'ailleurs. Hein. Faut-il faire des réserves et toutes les questions que posent les biorégions, etc. Et alors sur Grenoble, on a quand même quelques objets qui seraient intéressants à discuter dans un autre moment avec toi. Le premier, c'est simplement la houille blanche, c'est-à-dire cette production d'électricité par les cascades des torrents qui nous entourent et qui alimentaient Grenoble, en fait, pour les usines de Grenoble, etc. Donc, sommes-nous là dans un des premiers modèles, peut-être régional, local, de production et de consommation énergétique, sachant que derrière ça, ce vieux modèle, cette question des ingénieurs à Grenoble a été fortement après relayée par la question du CEA. Et le CEA, quand il est passé de la fabrique militaire à la fabrique civile, en fait a développé un projet, le projet Thermos, dans les années 70, qui était une toute petite micro-centrale nucléaire qui aurait dû s'installer au sud de Grenoble et par un réseau de chaleur devait permettre d'alimenter l'ensemble du chauffage de la ville, avec aussi une production électrique pour l'éclairage urbain. Le projet a été abandonné, mais il avait fait pas mal de bruit à l'époque, parce que est-ce que ça serait ces micro-centrales nucléaires le futur de la géolocalisation en fait, des énergies? On voit que ça revient fortement, ces questions de micro-centrales nucléaires ici. Et puis je termine ma réflexion sur l'ensemble de ce que tu as dit. Quand j'ai pu travailler 2 fois en Suisse, je me suis rendu compte que dans les vallées suisses, il y a cette culture de la gouvernance énergétique, de la production et de la gouvernance énergétique, en fait. Les gens savent d'où vient leur énergie, pas tout le temps, mais il y a quelque chose, je trouve, voilà. Donc je me posais la question si le modèle suisse, ou certains modèles dans certaines vallées suisses, c'est des modèles intéressants ou pas. Bon, c'est trop de questions, mais c'est plus pour ouvrir des débats à ta venue en réel la prochaine fois. Non, mais c'est super intéressant. Et peut-être sur le premier point aussi, je trouve que c'est vraiment une grande question, en effet. C'est tout le rapport flux et stock, d'autant plus que l'électricité ne se stocke pas. Donc, par ailleurs, ça pose aussi cette question-là. Et c'est vrai, on a eu une inversion totale des régimes de flux et de stock, hein, où historiquement, les sociétés fonctionnaient beaucoup. Alors, il y avait aussi du flux, c'était pas des flux électriques ou des flux d'énergie, en tout cas pas sur les mêmes distances. Mais c'est sûr que notre 20e siècle, 21e siècle, hein, c'est engagé dans une... Enfin, voilà, on est dans une société de flux, et c'est là aussi que l'architecture a un rôle central à jouer, hein, puisque l'architecture, c'est aussi une pensée du stock, hein, donc tous ces régimes de subsistance, d'autosuffisance, etc. Et voilà, donc décorréler un peu ça, ou en tout cas le questionner, c'est passionnant. Et oui, tu as raison pour la Suisse. J'ai l'impression que, oui, c'est un territoire qui est en effet super intéressant. Moi, je n'ai pas regardé en détail sur les systèmes de gouvernance, d'ailleurs, au niveau électrique, sur les questions de distribution, de régie, de municipalisme électrique, etc. Je pense qu'il y aurait des choses à voir. Ouais. Bonjour, moi j'ai une question. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Et j'ai une question, j'espère qu'elle n'est pas trop éloignée, mais vous avez parlé d'une étude pour, même je crois, le livre qui paraît en 2026 sur comment imaginer des futurs et des futurs possibles et des imaginaires, etc. Et je me demandais un peu comment est-ce qu'on peut faire du terrain pour penser le futur. Enfin, comment est-ce qu'on fait de la recherche sur les futurs possibles et sur... est-ce qu'on interroge des territoires où il y a déjà eu des tests et on essaie de voir comment est-ce que ça se généralise? Est-ce qu'on passe par des utopies, etc. Enfin voilà, c'était un peu ce genre de questions que je me posais. Merci beaucoup. Excellente question, pas facile. Non, c'est pas facile. Puis en effet, je pense qu'il y a 1000 façons d'y répondre. Moi, c'est drôle parce qu'au départ, je faisais plutôt de l'histoire et en fait, j'arrive pas trop à me décoller du présent et me retrouver pas mal embarquée, notamment là dans ce projet de recherche-création presque par le projet sur des territoires, enfin, ou en tout cas sur ces questions, alors que enfin voilà, j'arrive pas à développer mes activités d'historienne et l'histoire m'intéresse beaucoup. Mais du coup, il y a aussi des allers-retours entre les deux. Là, par exemple, dans le cadre de ce projet ADEME, on va
interroger le modèle, ce modèle des ELD, donc ces régies communales du début du siècle, qui ont existé, qui se sont structurées, qui avaient aussi des modes d'interconnexion qui étaient beaucoup plus territoriales. C'est avant le développement du nucléaire, etc. Donc on a un réseau plus maillé, plus fin, enfin un réseau de distribution un peu plus agile. Enfin, on a un certain nombre d'hypothèses techniques, mais pour ça, on a des ingénieurs avec nous. Il y a Pierre Thomas, notamment, là, qui est connecté, une autre ingénieure en électricité, des collègues du laboratoire de Grenoble qui vont nous aider. Donc on va chercher la compétence technique, on va chercher des éléments de l'histoire en disant il y a des utopies techniques, il y a une réserve aussi, cette réserve-là historique. On travaille aussi avec quelqu'un qui fait de la science-fiction, enfin qui écrit, qui s'appelle Alice Karabédian, puisque voilà, c'est aussi un champ qui nous intéresse, la science-fiction, qui est aussi un espace où la question de la technique se pose différemment. Et du terrain, donc c'est-à-dire essayer d'aller sur... donc on a ces deux régions dans le cadre du projet ADEME, la région Bretagne et la région Rhône-Alpes. Pour l'instant, on est dans le Briançonnais, on verra comment on se rapproche ou pas de Grenoble, et d'arriver un petit peu à fictionner des situations en s'émancipant d'un certain nombre de contraintes liées au réglementaire, puisque quand on parle de l'électricité, là tout de suite on a la chape de plomb, à la fois des contraintes physiques, alors ça on ne pourra jamais y échapper mais aussi de contraintes qui sont liées au réglementaire, à la financiarisation, au coût du réseau, etc. Donc ça, on va essayer de prendre un peu le large et de mobiliser l'utopie, enfin en tout cas la méthode utopique aussi comme support un peu de projet, de travailler aussi avec des architectes qui sont un peu sur ce terrain-là. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de Luca Merlini. Voilà, c'est un projet qui commence en janvier, donc je ne sais pas, on verra si ça marche, s'il y a quelque chose qui se produit. En tout cas, c'est assez, c'est assez enthousiasmant. Mais c'est là, je crois que la notion aussi de recherche-création, elle peut avoir du sens. Et pour aussi approcher ce type d'objets qui sont des objets très techniques, très complexes, historiquement très réservés au monde de l'ingénierie, où la réappropriation est extrêmement difficile. Donc, et l'interdisciplinarité aussi, moi c'est quelque chose que je crois beaucoup et de plus en plus, et je pense que ça permet de faire sauter pas mal de leviers et de verrous. Donc voilà, on va voir tout ce mélange si on arrive à faire quelque chose. Alors une autre question ici. Merci pour votre intervention. Je voulais vous demander, sachant qu'une grosse partie de l'énergie est utilisée pour les transports, comment est-ce que vous avez commencé à penser les questions de mobilité ou des choses comme ça, comment est-ce que ça influence l'espace-temps de ces territoires-là? Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question. Dans le projet ADEME, il y a Caroline Galaise qui spécialise des questions de mobilité, de justice socio-spatiale liées au système de mobilité, notamment dans les territoires ruraux. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup travaillé sur la question des modèles et sur les modèles de la mobilité, sur tous les systèmes de modélisation qui sont notamment arrivés des États-Unis dans les années d'après-guerre, qui aussi ont produit tout ce phénomène de technicisation de l'urbain qu'avait bien identifié Gabriel Dupuy. Et en effet, là oui, la mobilité, c'est un sujet super central. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais si ça vous intéresse, vous pouvez notamment regarder les travaux de Caroline Galaise et son HDR là-dessus qui trace un certain nombre de questions contemporaines et d'enjeux aussi en lien avec les problématiques environnementales et de transition et aussi aux ségrégations socio-spatiales qui sont souvent induites par ces modèles. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? C'est vrai que là, dans l'ensemble de tes interventions, en réponse, en fait, tu dessines une forme de travail, travailler avec des gens de disciplines différentes, faire de l'enquête, aller voir, aller sur le terrain, oser la recherche-création aussi, et puis beaucoup se documenter sur ce qui a été écrit sur ces questions-là, aujourd'hui, hier, ailleurs.